Une révolution est un renversement brusque d'un régime politique par la force. Elle est caractérisée par une violence extrême. Des centaines de milliers de personnes ont été exécutées ou froidement abattues lors de la Révolution française. Entre 1910 et 1920, la Révolution mexicaine a provoqué la mort de 10% de la population du pays. Pendant la Révolution russe et la guerre civile qui s'en est suivie, 7 millions de personnes ont perdu la vie. Le Portugal fait figure d'exception. En 1974, il est parvenu à mettre fin à un régime politique de manière pacifique lors d'une révolution qui sera symbolisée par une fleur. Depuis 1926, le Portugal vit sous un régime conservateur et autoritaire, l'Estado Novo. Celui-ci s'appuie sur le corporatisme, le catholicisme traditionnel et l'armée. Son grand architecte est António Salazar. Premier ministre à partir de 1933, il développe sa doctrine à travers la restauration de l'empire colonial, l'opposition au communisme, au fascisme et au libéralisme, tout en s'appuyant sur le patronat et les branches corporatives des métiers. Les syndicats sont contrôlés par l'État, les grèves interdites, l'opposition muselée. Sur le plan international, Salazar se montre très prudent. Il évite soigneusement de mêler le Portugal à la guerre d'Espagne, puis au second conflit mondial. À partir de 1947, il peut compter sur l'appui discret des États-Unis, qui voient en lui un rempart contre le communisme en Europe, à l'instar de l'Espagne de Franco. Si le pays bénéficie d'une forte croissance économique, celle-ci ne profite qu'à un nombre réduit. Son revenu par habitant est le plus faible d'Europe, conduisant un certain nombre d'entre eux à s'exiler, notamment en France. À partir de 1961, des guerres coloniales éclatent en Guinée, en Angola et au Mozambique, mobilisant une grande partie de l'armée. Ces guerres sont très impopulaires, car elles mobilisent des ressources importantes pour conserver un empire colonial désuet, alors que la France et le Royaume-Uni ont achevé la décolonisation de leurs empires respectifs. Victime d'un AVC en 1968, Salazar est remplacé par Marcelo Caetano. Le commandant des forces armées en Guinée, Antonio Despinola, tente de le convaincre de mettre un terme aux guerres coloniales, qu'il considère comme perdues, car les pertes en hommes sont lourdes et le moral des troupes très affecté. Mais le Premier ministre refuse. Il préfère une défaite à une quelconque négociation. Il espère en sortir blanchi et faire porter la responsabilité de la défaite sur l'armée. La contestation va venir des officiers subalternes qui combattent en outre-mer et qui se sentent méprisés. Ils sont trentenaires, avec le grade de capitaine pour la plupart. Ils vont passer à la postérité sous le nom de capitaine d'Avril. En 1973, il crée le MFA, le Mouvement des Forces Armées. Il considère que la guerre est à l'origine de tous les problèmes du Portugal et que la seule solution pour y mettre fin passe par un changement de régime. Le MFA met en avant 3 propositions: démocratisation, décolonisation et développement économique. Le général Spínola se rapproche du MFA et publie en février 1974 un livre, Le Portugal et l'avenir, qui fait l'effet d'une bombe. Il remet notamment en cause la légitimité de l'empire colonial. L'ouvrage a pour effet de voir le MFA gonfler ses effectifs. Décomplexés, ceux qui n'osaient pas s'opposer à la guerre commencent à faire entendre leur voix. Le MFA envisage de déclencher un coup d'État pour sortir de l'impasse. La tentative est très risquée, mais les officiers subalternes craignent également qu'en temporisant, ils attirent l'attention de la police secrète d'État qui pourrait tuer dans l'œuf toute tentative. Ils décident finalement de sauter le pas. C'est donc l'armée qui doit provoquer la chute du régime et amener la démocratie. L'effet de surprise est essentiel. À minuit 20, la radio diffuse une chanson interdite par le régime, Grandola Villa Moreno.
c'est le signal du déclenchement des opérations. Dans les casernes, les soldats sont regroupés par leurs officiers qui les informent du déclenchement du coup d'État. S'ils refusent d'y participer, ils doivent laisser leurs armes sur place et rentrer auprès de leur famille avec la promesse qu'il n'y aura aucune représaille. Les hommes de troupe ont un profond respect pour ces capitaines qui ont combattu à leur côté en Afrique. Il n'y aura aucune défection. À 1h du matin, les troupes commandées par le capitaine Salgueiro Maia se mettent en route vers Lisbonne. 2 heures plus tard, elles occupent les points stratégiques, l'aéroport, la radio, la télévision et le quartier général des forces armées. Il n'y a aucune résistance. À 4 heures du matin, le ministre de la Défense, informé du déclenchement du coup d'État, ordonne aux unités stationnées à Braga de se diriger vers la capitale. Mais celles-ci ont déjà adhéré au MFA et ignorent les ordres. Peu de temps après, un communiqué est lu à la radio. Ici le poste de commandement du mouvement des forces armées. Les forces armées portugaises demandent à tous les habitants de Lisbonne de rentrer chez eux et d'y rester avec le maximum de calme. Nous espérons sincèrement que la gravité des heures que nous vivons ne sera pas tristement marquée par un accident. C'est pourquoi nous en appelons au bon sens des commandements des forces militaires afin d'éviter la moindre confrontation. Le MFA veut à tout prix éviter un bain de sang dans la population dans l'éventualité où le gouvernement s'engagea dans une répression violente. Un autre capitaine, Costa Martins, occupe seul la tour de contrôle de l'aérodrome militaire et parvient à faire croire qu'il est soutenu par toute une compagnie. Le bluff fonctionne, toute activité aérienne est suspendue au Portugal. À 7h30, un nouveau communiqué est lu à la radio. Ici le poste de commandement du mouvement des forces armées. Comme il était annoncé précédemment, les forces armées ont lancé depuis ce matin une série d'actions visant à libérer le pays de ce régime qui le dirige depuis trop longtemps. Dans leur communiqué, les forces armées ont appelé la non-intervention des forces policières afin d'éviter tout bain de sang. Malgré l'appel des militaires, la population envahit les rues de Lisbonne. Les soldats craignent des débordements, mais la population est pacifique. Elle veut montrer son soutien à l'armée, qui est en train de la libérer de la dictature. Les civils acclament les soldats et leur offrent des fleurs. L'un des points centraux de rassemblement est le marché aux fleurs de Lisbonne, alors richement fourni en œillets. Une fleuriste, Celeste Caeiro, en donne à plusieurs militaires. Ceux-ci les mettent dans le canon de leurs fusils pour bien montrer à la population qu'ils sont à leur côté. Ce soutien populaire n'était pas prévu par les conjurés. Il renforce la légitimité du coup d'État et isole un régime à bout de souffle. En quelques heures, l'armée portugaise devient l'idole du peuple. Pour les soldats, c'est un moment unique. Ils réalisent qu'ils sont en train d'écrire l'histoire. Dans le quartier de Belém, le capitaine Maia fait face à une colonne de blindés restés fidèles au régime. Il s'avance seul vers elle, un mouchoir blanc à la main. Un officier donne l'ordre d'ouvrir le feu, mais aucun soldat n'obéit. La colonne passe du côté des conjurés. Le gouvernement est sous le choc. Totalement pris au dépourvu, il n'a rien vu venir. Déconnecté du réel, Caetano n'a jamais mesuré l'ampleur du mécontentement populaire, ni compris le ressentiment de l'armée. Il a cristallisé la colère des uns et des autres. Il s'est réfugié dans la caserne de la gendarmerie de Lisbonne, mais en début d'après-midi, il est encerclé par le capitaine Maia et ses hommes, qui lui laissent jusqu'à 16h30 pour se rendre. Seule la PIDE, la police politique, oppose une résistance armée. Elle tire sur la foule, faisant 4 morts. Ce seront les seules victimes de la révolution. Totalement encerclés, les hommes de la PIDE finissent par se rendre. À 16h30, l'ultimatum adressé à Caetano arrive à son terme. Il accepte de se rendre et est emmené dans un véhicule blindé. Il s'exilera pour le Brésil quelques jours plus tard. Le régime, qui régnait sur le Portugal depuis plus de 40 ans,
s'est effondré en quelques heures. Une junte de salut national est mise en place. Toutes les libertés sont rétablies, les opposants politiques libérés. Il n'y aura aucune représaille, aucune exécution sommaire. 2 ans plus tard, une nouvelle constitution est adoptée qui établit définitivement la démocratie. Quant à la décolonisation, elle est achevée en moins d'1 an. Le Portugal ouvre la voie à d'autres pays. La même année, la Grèce met fin au régime des colonels. En 1975, l'Espagne fait à son tour sa transition démocratique après la mort de Franco. Ce 25 avril 1974, un peuple et son armée se sont libérés de la tyrannie.